La plupart des pays du monde sont dirigés par des dictateurs. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment était un dictateur avant qu'il ne devienne un dictateur? Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois suit la stratégie du Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale, juste avant qu'il n'attaque l'Amérique. Il s'agit des nations insulaires du Pacifique, stratégiquement situées pour que la Chine puisse projeter sa puissance militaire contre Taïwan, ou même un jour contre les États-Unis. Les îles Salomon sont au centre de la campagne chinoise. Par le biais de pots de vin et de la corruption, la Chine a aidé cet homme, Manasseh Sogavare, à devenir Premier ministre. Mais étant donné qu'il reporte les élections, il est évident qu'il s'agit plus d'un dictateur que d'autre chose. Sogavare a signé un pacte de sécurité secret avec la Chine qui pourrait un jour amener une base militaire chinoise dans les îles. Et sa police anti-émeute est désormais entraînée par la Chine. Si vous avez suivi l'émission, vous savez que nous avons lancé une campagne de financement participatif pour faire venir l'ennemi juré de Sogavare, le leader pro-démocratique Daniel Sudani, à Washington DC, afin qu'il mette en garde le gouvernement américain contre la dangereuse influence de la Chine. Si vous avez besoin d'un rappel à ce sujet, je vous propose un lien vers cet épisode ci-dessous. Monsieur Sudani était accompagné de son conseiller politique, Celsus Talifilou. Tous deux sont originaires de la même province des îles Salomon et partagent un grand nombre de valeurs chrétiennes et de préoccupations à l'égard du Parti communiste chinois. Mais ce qui est intéressant à propos de Monsieur Talifilou, c'est qu'avant de devenir le conseiller de Monsieur Sudani, il était conseiller de Monsieur Sogavare. Il a assisté à une grande partie de la montée au pouvoir de Sogavare. Il a vu tous les squelettes dans le placard. J'ai interviewé Celsus Talifilou lors de notre passage à Washington sur son travail avec Sogavare et sur le fonctionnement de la capture des élites par le PCC. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est en effet un plaisir pour moi de pouvoir vous voir en personne. Je suis un grand fan de vous en ligne. Et je me suis beaucoup instruit sur les choses qui ont été discutées dans votre émission. Et l'humour qui est développé dans la plateforme, ce que je trouve très, très instructif. Oh, merci pour cela. Mais je suis vraiment curieux. Vous avez donc travaillé pour Sogavare, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'ai travaillé pour lui pendant qu'il a été Premier ministre à 2 reprises. Je travaillais donc sous sa direction. Puis il a perdu à la suite d'une motion de censure. Et j'ai travaillé avec un autre Premier ministre, puis avec lui à nouveau cette fois-ci. Je travaille donc avec lui sous sa direction actuelle. Je suis curieux. Que pensez-vous de cet homme? Il n'est pas très interactif. Il est très renfermé sur lui-même. Et je pense que ce n'est pas une personne extravertie. Il est très réservé dans ses relations avec les hommes politiques. Bien sûr, il dit qu'il s'est impliqué dans de nombreuses tâches, mais il suffit de regarder comment il s'engage avec d'autres membres du Parlement pour constater qu'il reste toujours réservé et qu'il laisse les gens aller vers lui. Êtes-vous donc surpris de son virage autoritaire et de sa collaboration avec le Parti communiste chinois? Je ne suis pas du tout surpris, je le vois venir. Ce genre de comportement, et les conversations que j'ai entendues dans les couloirs du bureau du Premier ministre lorsque j'y étais, c'est juste un accomplissement, je suppose. Je sais que les îles Salomon devaient organiser des élections cette année, mais cela a changé. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe là-bas? Oui. La Constitution a été amendée. Et ceux qui ont soutenu l'amendement ont fini par être payés par l'argent chinois, et tout cela a été publié. 39 membres du Parlement sur les 50 membres du Parlement, c'est-à-dire les 39 qui ont constitué les 2 tiers requis pour l'amendement de la Constitution, afin de déplacer la vie du Parlement pour les 7 prochains mois, ont été récompensés pour leurs actions.
Et quel était le prétexte pour retarder les élections? L'excuse populaire qui a été donnée était que les îles Salomon allaient connaître deux grands événements au cours d'une même année financière. Les élections générales nationales et le jeu du Pacifique. Le jeu du Pacifique est un jeu auquel participent tous les pays insulaires du Pacifique. Il s'agit d'une sorte de mini-olympiade pour la région du Pacifique. L'argument avancé par l'actuel Premier ministre et le gouvernement est qu'il est très coûteux de gérer deux grands événements en une année. Par conséquent, laissons le sport se dérouler et modifions la Constitution pour retarder le Parlement de 7 mois supplémentaires. C'est très pratique pour Sogavar. Bien sûr, bien sûr. Et ce que je n'arrivais pas à croire, c'est que lorsque l'Australie l'a appris, la réponse a été « Oh, vous manquez d'argent? Nous vous donnerons un peu plus d'argent pour les Jeux, pas pour les élections, mais pour les Jeux. » C'est exact. L'Australie a tout d'abord soutenu les Jeux. Puis, alors que le grand public exprimait son consentement, avant que l'amendement ne soit adopté, le lendemain, l'Australie a annoncé qu'elle pouvait contribuer aux élections, mais qu'il était trop tard. L'amendement a déjà été adopté par le Parlement. Mais, étonnamment, ils ont d'abord soutenu les Jeux. C'est incroyable. Je suis curieux. Comment avez-vous fini par travailler avec M. Sudani? Quand avez-vous entendu parler de lui pour la première fois, de ce qu'il faisait pour s'opposer au Parti communiste chinois? Comment êtes-vous passé de Sogavar à ses principaux opposants? Comment cela s'est-il passé? Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'étais personnellement d'avis que lorsque j'étais avec le Premier ministre, et que toutes ces choses se sont produites, ce n'était pas honnête. On utilisait une institution de l'État qui devrait produire de bonnes choses pour le peuple, mais qui était en quelque sorte détournée par des intérêts politiques. Ainsi, en tant que Malaisien, en tant qu'indigène des îles Salomon, ayant lu beaucoup de choses sur la Chine, il y a cette préoccupation. Avec la richesse de mes connaissances sur les gouvernements et les choses de ce genre, je pense que la meilleure façon pour moi est d'aider à protéger la province d'où je viens. C'est pourquoi je me retrouve avec Sudani jusqu'à présent. Et que pensez-vous qu'il se passera si Sogavar et le Parti communiste chinois parviennent à vous réduire au silence, vous et M. Sudani? Je pense que s'ils nous défient et que rien ne se passe, ce sera une grande victoire pour eux et pour le système qu'ils soutiennent, en l'occurrence le communisme. S'ils nous réduisent au silence et que personne ne nous vient en aide, ou que personne ne s'élève pour dire que ce n'est pas possible, il est possible et très probable qu'ils reproduisent la même chose dans la région. En l'occurrence dans la région du Pacifique, parce qu'ils pensent qu'ils ont un pied solide dans les îles Salomon et qu'ils peuvent s'en servir comme tremplin pour faire d'autres choses dans la région, même. Contre des pays plus importants comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou même les États-Unis. Je pense que ce qui est vraiment important dans cette affaire, c'est que même si Sogavar est démis de ses fonctions, le vrai problème n'est pas Sogavar. C'est le Parti communiste chinois et, en particulier, l'argent que la Chine distribue. Comment pensez-vous qu'aux îles Salomon et ailleurs, les gens peuvent aller chercher de l'argent, et en particulier aux îles Salomon, où peut-on couper l'approvisionnement? Je pense que la plupart de nos systèmes bancaires, ou les endroits où les gros capitaux seront placés, se trouvent dans nos pays voisins, comme la Zélande et l'Australie. Je pense qu'ils disposent de moyens plus sophistiqués pour savoir qui place de l'argent où ou investit où. C'est donc là qu'il faudrait agir pour soutenir ce qui se passe aux îles Salomon. En particulier l'argent qui n'est peut-être pas propre. Ils devraient donc s'assurer que tout ce qui leur parvient, ou tout ce qui est investi chez eux à partir d'autres endroits, que ce soit aux îles Salomon ou dans d'autres pays, doit être propre. Il ne s'agit pas de prendre de l'argent pour le plaisir de prendre de l'argent,
mais de s'assurer que ce qui est investi en Australie et en Nouvelle-Zélande est propre, que les sources sont propres, et qu'ils ne se contentent pas de gérer des dépôts sur leur compte bancaire en Australie ou en Nouvelle-Zélande. L'Australie et la Nouvelle-Zélande font-elles quelque chose? Jusqu'à présent, en ce qui concerne ce qui s'est passé à Malaita et ce qui s'est passé à Solomon, ils ont soutenu la façon normale de faire les choses. Le gouvernement est le gouvernement. Il faut soutenir le gouvernement en place. Je pense donc que c'est ce qui s'est passé. J'espère qu'il y a d'autres soutiens par le biais d'autres ONG, des choses de ce genre qui filtreraient jusqu'à la population en dehors du gouvernement. Si j'ai bien compris, le neveu de Sogavar est un criminel condamné qui vit en Australie. Est-ce exact? Les dossiers de Robson Djokovic ont donc montré qu'il avait des antécédents criminels en Australie. Autre élément intéressant. Il est citoyen australien, mais il a enfreint les lois des îles Salomon en ce qui concerne la loi électorale. Il a donc porté l'affaire devant les tribunaux. Il a fait appel de cette décision, il a continué à perdre. Mais, surprise, il est toujours dans le bureau du Premier ministre. En fait, à un moment donné, j'ai demandé à l'un des fonctionnaires australiens, « Pourquoi gardez-vous un criminel chez nous? Il devrait être mis à la porte comme vous l'avez fait avec Moti. » Et il m'a donné une longue explication sur les procédures et tout le reste. Je vois. Lorsque nous étions ensemble à Washington, nous avons eu l'occasion de parler à des femmes ouïghours qui avaient des familles dans les camps de concentration ou qui y avaient elles-mêmes séjourné. Et je pense qu'une chose que nous avons remarquée, c'est qu'il y a des parallèles troublants entre ce qui s'est passé au Xinjiang ou Turkestan oriental et ce qui se passe actuellement dans les îles Salomon. C'est tout à fait exact. J'ai été choqué, vraiment choqué, lorsque l'un d'entre eux a expliqué la situation. L'amabilité, l'acceptation des promesses faites à la population, au début. Oui, au début. Les promesses de développement. Oui, c'est exactement ce qui se passe à Solomon. Pour moi, c'était comme, wow, c'est quelque chose de réel. Quelque chose que ces gens vivent dans leur lieu de vie. Et, par la suite, les choses se sont passées différemment. L'une des victimes qui a expliqué la situation de son père, qui a passé sa vie à sauver le pays, la Chine, avant de se retrouver sans soutien ou même criminalisé à la fin. Ces parallèles, les communautés indigènes, la convivialité, l'acceptation, c'est exactement ce qui se passe actuellement aux îles Salomon. L'argent, pas les principes. Le développement, pas la prudence. C'est exactement ce qui se passe. À cause de l'histoire d'hier, ce parallèle est réel pour nous. Aux îles Salomon. C'est incroyable ce que l'argent chinois peut coûter. Pour être honnête, j'étais assis là et j'ai dit que de toutes les choses, c'est certainement. C'est au-delà du mal. Comment un être humain peut-il faire de telles choses à un autre être humain? Après tout, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pourquoi devrions-nous détruire la vie d'une autre personne pour d'autres raisons que le besoin des gens? Je suppose qu'il vaut mieux que l'humanité s'entraide, et non qu'elle se détruise. J'espère que vous pourrez poser cette question à Sogavar lorsque vous le verrez. Quelle est votre prochaine étape? Je vais me présenter aux élections dans les îles Salomon, dans ma circonscription. Et cela a été porté à la connaissance de la population. J'ai pensé que le seul moyen, ou l'un des moyens, de sauver le pays était d'entrer en fonction et de faire partie de la solution plutôt que du problème. Vous attendez-vous à un retour de bâton de votre activisme? Bien sûr. Cela me rendrait même plus audacieux.
car quand il y a de la bonté, il y a toujours du mal. Et j'ai fait l'expérience que si je suis encore en vie et que je respire, je continuerai. Amen. Amen. Merci beaucoup de vous être joint à moi aujourd'hui. Félicitations pour tout. Merci beaucoup de vous avoir rencontré en personne. Ce fut un plaisir. Je vous remercie de nous avoir regardés. N'oubliez pas que nous n'aurions pas pu faire venir M. Sudani et M. Talifilou à Washington sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Toute cette émission ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Alors si vous le pouvez, pour seulement $1 par épisode, vous pouvez faire en sorte que Chine non censurée continue à mener le bon combat, en nous soutenant sur patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell et je vous remercie.